Comme prévu, je reviens avec la deuxième partie de la vidéo sur comment rentabiliser une ferme. Dans la première partie, j'avais partagé avec toi plusieurs informations à savoir comment construire son bâtiment à moindre coût, comment économiser dans l'approvisionnement des aliments phares comme le maïs et le soja par la production ou le stockage, l'électrification avec les panneaux solaires ou lampes solaires qui reviennent moins coûteux dans le long terme. J'avais aussi parlé de comment s'approvisionner en eau potable à moindre coût, comment gérer l'espace avec la forme et la position du bâtiment. J'avais aussi parlé de l'automatisation de certaines étapes de la production si tes moyens financiers le permettent. Aujourd'hui, on ira au cœur de la chose avec les techniques de production et de vente qui définissent en grande partie la rentabilité. Attention, ne confonds pas rentabilité avec le retour sur investissement. Dans une ferme, le retour sur investissement peut prendre plusieurs années, 6 à 8 ans pour une production accélérée. À tout de suite pour parler des choses sérieuses. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, c'est la suite de comment rentabiliser une ferme. Dans cette deuxième partie, je vais parler des points très essentiels, à savoir le choix de la race, l'alimentation et la vente. Ces 3 points influencent à plus de 50% la rentabilité. Je vais aussi réduire la ferme au poulet, fût-il chair ou pondeuse, pour donner plus de détails. Je pourrais aussi faire une vidéo sur l'élevage porcine, qui est aussi un business très juteux chez nous. On verra. Dans l'élevage en général, c'est souvent très difficile de choisir la race ou la souche appropriée, à moins qu'on veuille être monsieur tout le monde et prendre ce que la majorité élève. Voici l'information générale. En Afrique subsaharienne, la plupart des éleveurs de poulets de chair utilisent la race COP 550 à cause de ses performances et de sa capacité à s'adapter à notre environnement climatique. Je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise race. Tout dépend des conditions que la race devrait remplir et qu'il va falloir maîtriser la race. À côté de la souche COP, on a aussi la souche Hubbard et Ross. Donc, fais ton choix selon tes attentes. Et en ce qui concerne les pondeuses, on a aussi la souche Lohmann, Hubbard et Isa. La liste est longue. Après le choix de la race, il faut passer à la production proprement dite qui se résume en 3 mots: démarrage, croissance et finition. Pour avoir les bons produits à la fin, il faut réussir chacune de ces étapes. Le premier point très délicat, c'est le chauffage des poussins d'un jour. Pour grandir et survivre, les poussins ont un besoin constant de chaleur, notamment dans les premières semaines. Cette chaleur va être de 37 degrés les premiers jours et sera diminuée progressivement chaque semaine jusqu'à atteindre 20 degrés la température ambiante. L'approvisionnement en chaleur peut être électrique avec un truc adapté pour la lampe chauffante, un contrôleur pour mesurer la température. Et si la zone n'est pas électrifiée, tu peux utiliser les kits solaires ou bien faire comme au bon vieux temps, utiliser le bois de chauffage et bien évidemment un thermomètre pour contrôler la température qui peut être aussi fatal
pour les poussins. Bon à savoir, 1 kWh d'énergie manqué ou perdu en termes de chauffage dans l'environnement des poussins, ces derniers consommeront 4 fois l'équivalent de cette énergie. Donc, moins tu chauffes, plus les poussins vont manger, ce qui augmente les coûts de production. Donc, à cette étape, tu devrais avoir cette information très capitale dans ta mémoire. Le démarrage proprement dit, il faut savoir que les poussins ont besoin de plus de protéines, à peu près 22%, assurés par le soja ou les déchets d'arachide, et d'énergie assurée par le maïs. Les graines doivent être concassées plus petites, je dirais même en miettes. À cette phase, l'estomac des poussins est encore petit. Pour éviter le gaspillage, il faut mettre l'aliment en très petite quantité dans les assiettes de démarrage, mais surtout répéter l'opération plusieurs fois par jour. Cela te permettra d'éviter les fuites d'aliments qui ne serviront à rien. Parlons de la croissance. À cette étape, le besoin en protéines va diminuer de 10 à 15%. C'est-à-dire, tu vas diminuer la quantité de soja et augmenter la quantité d'énergie en maïs. Les graines devraient être aussi un peu plus gros. À cette étape, les sujets consomment déjà beaucoup. Et enfin, la dernière étape de la production qui est la finition. Tu peux maintenir le taux de protéines à 15%. À cette étape, les sujets boivent énormément d'aliment. Les graines peuvent être concassées un peu plus gros. On parle ici déjà des granulés. Très important, pour rentabiliser cette étape, je dis toujours, à 35 jours, on a déjà les sujets qui se développent très rapidement. Donc, à 35 jours, tu peux commencer à trier les sujets. Tu n'as pas besoin d'attendre forcément 45 jours. 5 jours d'aliments économisés aura un grand effet à la fin de la production. Je parle ici de la rentabilité. Ces chiffres en pourcentage que je viens de partager avec toi, c'est juste pour que tu aies une idée des proportions. Sinon, dans l'alimentation des poulets, on n'a pas de formule fixe. Il n'y a pas de formule passe-partout. On applique les quantités selon l'évolution, le besoin et les problèmes rencontrés. Un exemple, si tu as la formule fixe, tu peux te retrouver à la fin de la production avec les sujets qui pèsent certes 2 ou plus de 2 kg, mais n'ont pas la taille pour faire une bonne affaire sur le marché, ou inversement. Donc, tout cela joue un grand rôle sur quel aliment et à quel moment. En plus de cela, s'ajoute aussi les vaccins et le calcium. Si tu es débutant, tu peux te rapprocher des provendiers qui sont dans la plupart des temps des éleveurs. Ils vont te donner les conseils et tu pourras acheter les aliments déjà mélangés et prêts à donner au sujet. Une petite formation sera aussi très utile. Le but de cette vidéo, c'est pas que tu deviens spécialiste en élevage après une dizaine de minutes. Le dernier point pour rentabiliser ta ferme, je dirais l'apothéose, c'est une bonne vente. Une chose est sûre, tes produits seront écoulés, mais par quelle stratégie? Pour la vente, on a plusieurs possibilités. La première, c'est vendre en masse aux revendeurs. Ils iront au marché écouler les produits au consommateur final. Bien évidemment, ils ne vont pas acheter au prix du marché que tu devrais enquêter pendant la production. Très important à cette possibilité, c'est que tu vas libérer la ferme presque au même moment. Les sujets vont sortir et tu auras donc la possibilité de lancer une nouvelle vague. Encore aussi très important, c'est qu'ici, il y aura le cash flow. On retire les sujets
et on fait le versement ni vu ni connu. L'affaire est close. La deuxième possibilité, c'est faire une petite transformation et exposer ces produits dans un supermarché. Pour beaucoup, c'est l'idéal et pourtant cette possibilité est plus mauvaise que la première. Premièrement, tu n'auras ton argent qu'après la vente et parfois le recouvrement dure des mois, car on te dira qu'il va falloir d'abord faire les comptes. Et plus le supermarché est grand, plus la procédure va prendre du temps. Aucun respect des termes du contrat. Tu vas te retrouver en train de courir derrière les gérants. Tu vois qu'il y a certes une petite plus-value, mais ton capital est bloqué. Et si tu n'avais pas les gros moyens financiers, tu seras obligé de faire une pause involontaire pendant que la structure fait le chiffre d'affaires avec ton capital. La dernière et peut-être la meilleure possibilité, c'est avoir son point de vente pour vendre ses produits directement au consommateur final, qui peuvent être les ménages, les restaurants ou les hôtels. Avec cette possibilité, il va falloir produire non-stop pour maintenir la clientèle. Tout dépendra aussi de ton réseau pour écouler rapidement les produits. Cette possibilité demande aussi un peu plus d'investissement. Très important, un mauvais produit bien emballé peut se vendre plus cher qu'un bon produit mal emballé. En conclusion, pour rentabiliser une ferme, en plus des stratégies, tu devrais travailler dans le strict respect des mesures de biosécurité. Car si la grippe aviaire frappe à ta porte, toutes les autres stratégies n'auront servi à rien. Et puis chez nous, combien de personnes assurent leur ferme? Est-ce que tu es prêt à payer l'assurance pour ta ferme? Pensez-y. Si l'assureur est sérieux, ça vaut peut-être le coup. Merci de m'avoir suivi. Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.